chers téléspectateurs, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui encore dans le cadre de cette émission Le Siège. On a l'habitude de recevoir pour vous les personnalités publiques, les leaders d'opinion, les politiques, pour réfléchir autour de la République démocratique du Congo, revenir sur les enjeux, les défis, l'actualité parlementaire, politique également dans notre pays. Aujourd'hui, nous allons en discuter avec un invité, si je peux le dire, un invité de marque. Il n'est plus à présenter. Vous le connaissez sûrement pour des fois ses positions tranchées sur la marche de la RDC. Il est très important d'avoir un regard des hommes d'église aussi sur la crise actuelle que connaît la République démocratique du Congo. Bienvenue à tous. Une nouvelle fois, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette émission. Je le disais tout à l'heure, nous recevons sur ce plateau le prophète Francis Ngawala. C'est un homme d'église qui n'est plus à présenter. Nous revenons avec lui sur autour de la crise qu'il y a aujourd'hui en RDC. À qui revient la charge? Nous allons y réfléchir. Il va essayer de donner des pistes de solutions, sinon la solution elle-même. Prophète Francis Ngawala, bienvenue. Merci Madame Chako. Alors j'aimerais d'entrée de jeu revenir sur une question qui me titille un peu. Généralement dans vos présentations, vous vous présentez comme l'esclave de l'évangile, l'esclave volontaire. Ça signifie quoi? Ça veut dire que j'ai le droit d'être libre, mais j'ai décidé de renoncer à ma liberté au profit de la volonté de Dieu dans ma vie. Très bien. L'émission aujourd'hui, elle est politique. Nous ne reviendrons pas sur le côté religieux, mais j'aimerais d'entrée de jeu poser la première question. En tant que citoyen congolais engagé, vous observez aujourd'hui la crise actuelle. Elle est sécuritaire, elle est également identitaire, politique. Comment percevez-vous cette crise que traverse aujourd'hui la République démocratique du Congo? Je perçois cette crise comme étant un drame. Un grand drame parce que, voyez-vous, lorsque la crise avait commencé, était née il y a plus de 30 ans, nous étions encore jeunes. Aujourd'hui, nous sommes parents, nous avons des enfants à l'université. Et je réalise mieux le drame encore parce que je me rends compte de la mauvaise qualité de l'héritage que nous allons très certainement léguer à nos enfants. Et c'est un peu là que se trouve le hic. Et c'est justement à cause de cela que nous passons du temps dans la prière, mais aussi dans la réflexion, pour pouvoir savoir ce que nous pourrons faire. Exactement. Alors, selon vous, cette crise, est-ce qu'elle est d'abord politique, morale, elle est spirituelle, elle est sociale? La crise, elle est d'abord spirituelle parce que c'est le spirituel qui a la préséance sur le reste. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, après cette crise spirituelle, il y a une crise identitaire qui est devenue très, très importante dans notre pays, il faut le dire. Et cela tient compte de plusieurs enjeux et a d'ailleurs plusieurs soubassements qui expliquent le pourquoi de cette crise identitaire. Et ensuite, cette crise, elle est devenue, ou elle a toujours été aussi humanitaire, parce qu'il va sans dire que 12 millions de morts dans une nation en 30 ans, ce n'est pas offert. Ça fait quand même 4 fois, voire 5 fois la population gabonaise. Donc vous imaginez un peu que le drame est profond. Le mal est puissant et très destructeur. Quand vous dites que la crise, elle est d'abord spirituelle, ça implique quoi exactement? Dans un pays qui est très croyant comme le nôtre, je pense qu'il faudrait préciser cela. Oui, je veux donner un petit témoignage avec votre permission. Oui. En 2011, juste avant la période électorale, le Seigneur m'avait demandé de faire un tour à l'est du pays. J'ai été simultanément à Kindu, Goma, Bukavu, Kisangani. J'ai été jusque dans les Rutshuru et consorts. En fait, parce que le Seigneur m'avait demandé d'aller prier dans cette partie du pays. Vous savez, les guerres qu'on a connues qui sont parties de l'Est sont d'abord des guerres pour lesquelles il y a eu des gens qui ont signé des contrats et des pactes spirituels. C'est ce qui explique d'ailleurs que lorsque les assaillants arrivent, ils ne sont pas obligés de violer nos femmes et de violer nos enfants. Mais pourquoi le font-ils? Parce qu'il y a une loi, il y a un principe spirituel que nous appelons le principe des autels, qui dit simplement qu'une terre qui s'abreuve du sang de ses propres fils risquerait par rejeter l'identité de tous ceux qui porteraient ce sang. Donc ce qui veut dire que ceux qui sont en train de perpétrer de telles choses, c'est à dessein qu'ils le font. D'où l'importance pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de prier pour que cette guerre s'arrête et surtout de prier pour que cette partie d'horreur qui continue à nourrir l'autel de la mort avec l'esprit consommateur de sang puisse s'arrêter au nom de Jésus. J'en veux également comme exemple, en début d'année 2021, j'avais organisé une série de conférences à Goma
dans un grand centre de conférence. Et ensuite, nous avions clôturé cela à Serena Hotel. Et à l'époque, déjà, j'avais tiré la sonnette d'alarme pour dire à tous ceux qui ont participé à cette conférence qu'il était important de prier pour le pays, parce que tant que l'esprit consommateur de sang n'a pas été arrêté, il y aura une résurgence de la violence, donc de la guerre. Je me rappelle qu'après l'avoir dit, pour certaines personnes, je passais comme un paria. Tout le monde se disait, le pays est pacifié, ça va aller. J'ai dit non, nous ne regardons pas sur le plan social ou politique ce qui est en train de se faire, mais tant que la cause n'est pas réglée, les conséquences, il y en aura toujours. C'est pourquoi il faut, et j'insiste en tant que chrétien, que nous puissions réellement prier pour arrêter cette guerre. Mais pour prier, il existe une manière de prier. Il existe aussi des lieux clés où nous devrions prier pour arrêter cet esprit, puisque s'il y a des gens qui ont bougé cet esprit là où il se trouve, ça veut dire qu'il faut le retourner à son endroit, et cela au nom de Jésus-Christ. Très bien. Alors, on va revenir un peu sur le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Vous côtoyez sûrement beaucoup de politiques, vous côtoyez les députés nationaux. Aujourd'hui, quel est votre regard sur le Parlement congolais en général? Je pense que, si je veux être sincère, nous sommes descendus d'un cran. On ne sent pas le Parlement en train de traiter les affaires liées à ceux qui leur ont octroyé le mandat. Nos parlementaires sont plus des membres de partis politiques que des véritables représentants. Mais est-ce qu'ils ont déjà été, vous pensez que depuis que la Constitution a été votée, finalement on a mis toutes les institutions, est-ce que vous pensez qu'il y a eu un bon casting sur le leadership des parlementaires? Non, moi je crois qu'il n'y a pas un bon casting, c'est vrai, mais nous ne pouvons pas non plus continuer ad vitam aeternam à toujours vouloir retourner au début. À un certain moment, il faut que ça avance. Alors si certaines choses à l'époque ne passaient pas, 10 ans, 15 ans après, croyez-moi que ça commence à devenir très dérangeant. Très dérangeant de savoir qu'il existe des preuves évidentes de certaines choses que nous suivons tous à la télévision. Et voir le Parlement ne pas toujours agir et réagir, ça nous fait quand même un pincement au cœur. Lorsque nous voyons l'état de nos routes, nous voyons tous ces détournements qui sont d'ailleurs décriés par le même Parlement, mais avec des enquêtes qui n'aboutissent pas à des inculpations, qui n'aboutissent pas à des sanctions, qui n'aboutissent pas non plus à des procès, et qui, quelque part, ça nous fait un pincement au cœur. Alors on se pose la question. Les parlementaires ont dit qu'ils ne sont pas là forcément pour faire des motions de défiance, ils sont là pour contrôler, ils contrôlent. Mais vous savez, le but... Dernièrement, ils ont interpellé le DG de l'OVD en pleine plénière, donc ils sont là, ils font leur travail de contrôle même en commission. Non, vous savez, le problème avec notre Parlement, surtout selon mon point de vue, puisque je suis beaucoup leurs activités, déjà quand le Parlement dit que nous ne sommes pas là pour des motions de défiance, c'est une honte de le dire. Parce que je crois que le but des enquêtes parlementaires, c'est que lorsqu'il y a un couac, lorsqu'il y a un problème constaté, on doit convoquer la personne pour que la personne vienne s'expliquer devant le Parlement, pas seulement en commission, mais devant le Parlement, puisque les travaux qui se passent en commission ne sont pas retransmis en direct, mais seulement les travaux qui se passent en plénière qui sont retransmis. On assiste quand même des fois à une arrogance de la part des membres du gouvernement vis-à-vis du Parlement, qui est censé être l'autorité de contrôle. Alors, on se pose aujourd'hui la question, qui est chef de qui? Alors, qu'est-ce que devrait faire l'Assemblée nationale de manière concrète, surtout en ce temps actuel? Moi, je crois qu'en ce temps actuel, nous attendons beaucoup de l'Assemblée nationale, surtout avec le Sénat, tous les deux. Et du Sénat. Bon, vous savez, il y a à redire, hein, surtout avec le leadership d'un monsieur comme l'honorable Vital Kamerhe, reconnu brillant, intelligent. Je crois qu'il est quand même temps que notre Assemblée nationale puisse redorer son blason. Qu'on sente quand même qu'il y a un travail de fond que l'Assemblée est en train d'abattre, et de se rendre compte aussi que ce contrôle aboutit quand même à des sanctions. Vous savez, lorsque vous invitez une personne, qu'elle s'explique, et que sur terrain, on se rend compte que les choses sont toujours les mêmes, on se pose la question, sincèrement, où va-t-on? Donc nous avons besoin d'une Assemblée nationale qui puisse un peu
je dirais, s'émanciper toujours des positions, des bases des partis politiques. On a besoin d'une assemblée pareille, puisque lorsque nous allons voter nos parlementaires, nos représentants, nous ne votons pas des partis politiques, nous votons d'abord des individus. Ce qui veut dire déjà qu'à partir de la Constitution, il est une chose qu'il faudrait quand même qu'on puisse revoir. C'est le système des quotas, le système d'influence et tout ça pour permettre à ce que la personne qu'on a élue puisse y aller et après qu'elle puisse rendre aussi des comptes à la population qui l'aura envoyé là-bas. Certaines personnes estiment qu'il faudrait limiter le mandat des députés, c'est-à-dire une seule fois, au lieu qu'on le laisse ouvert. Vous trouvez que c'est raisonnable? Je ne sais pas s'il existe un pays au monde où on limite le mandat des parlementaires. Je ne crois pas, puisque un peu dans le monde, les parlementaires sont des personnes qui sont élues directement par le peuple. Ça veut dire qu'il y a quand même cet échange, il y a ce frottement-là. Pourquoi est-ce que dans la loi parlementaire, on donne aux parlementaires le temps d'avoir des vacances parlementaires et de pouvoir retourner vers leur base? C'est que le législateur sous-entendait que le parlementaire est censé aller rendre compte à sa base, donc à la source. L'Assemblée provinciale de Kinshasa aujourd'hui, trouvez-vous aussi que les députés provinciaux qui sont de Kinshasa, parce que vous êtes à Kinshasa, font leur travail, surtout quand il s'agit de contrôler le gouvernement de province? Vous avez vu la législation passée, c'était un bras de fer entre le président de l'Assemblée provinciale et le gouverneur. Là, pour l'instant, c'est encore calme. Oui, mais c'est encore calme, mais il y a aussi des coins du pays où, entre les parlementaires, où l'Assemblée provinciale et les gouverneurs, il y a toujours des couacs. À vrai dire, madame, je ne vois pas l'importance des assemblées provinciales. Vous êtes de cet avis? Puisque c'est budgétivore, on ne voit pas leur importance. Mais vous ne pouvez pas dire ça. Là, le gouverneur sera tout puissant. Et le gouvernement provincial sera tout puissant. Qui va faire ce contrepoids? Ce pays a toujours marché sans une assemblée provinciale et ça allait. Et ça allait. Vous savez, lorsqu'il y a des gens qui doivent rendre des comptes, celui qui doit rendre des comptes est obligé de travailler. Mais si vous lui donnez des parlementaires qui peuvent déjà lui être acquis parce qu'ils sont de son obédience politique, pensez-vous vraiment que nous puissions tirer de cela un contrôle équitable et juste? Je ne crois pas. Pour moi, il existe des choses qu'on devrait quand même bannir d'une constitution, si prochainement il y a une autre constitution, telles que les assemblées provinciales, telles que le Sénat. Ce sont des choses qui sont... C'est la chambre des sages quand même. Il ne faudrait pas laisser aux députés nationaux lire seuls. Il faudrait que les sages relisent. Une seconde lecture est toujours importante. Ah, parce que vous pensez vraiment qu'on tire une grande sagesse de ce Sénat? De vous à moi, je crois quand même que nous sommes descendus d'un cran. La qualité surtout du Sénat, on est descendu d'un cran, sans porter de jugement sur qui que ce soit. Mais d'un point de vue global, nous sommes quand même descendus d'un cran. Parce que vous savez, on attend justement de ce Sénat une lecture de sagesse. Et cette lecture de sagesse, nous ne l'avons pas. Soyons sérieux, nous ne l'avons pas. Et on l'a presque jamais eu toutes ces années. Nous allons parler finalement du rôle des leaders d'opinion, des figures spirituelles. Les CC et la Synco ont proposé un pacte social. Est-ce que cette démarche a été suivie par l'église de réveil en général? Bon, je ne peux pas répondre au nom des églises de réveil, puisque l'église de réveil a ses propres leaders qui sont identifiés, que je respecte et que j'honore beaucoup. Mais d'un point de vue personnel, vous savez, lorsqu'on est à la recherche de la paix, chacun essaye de jouer sa partition le mieux qu'il peut pour pouvoir aider. Ce qui peut toujours ne pas être de l'avis de tous, ce qui peut toujours ne pas faire l'unanimité, mais je crois qu'en tout et pour tout, chacun a le droit de travailler pour la paix, tant que cela ne travaille pas à ce que la scission puisse devenir encore plus grande que ce qu'elle est déjà. Bon vent. Mais justement, la population estime que les pères spirituels ne prennent pas la parole davantage sur ce qui est sécurité en RDC. Ils s'occupent de leurs affaires tranquilles, comme si ceux qui souffrent ne viennent pas dans les églises. Vous savez, prendre la parole sur ce qui est sécuritaire, c'est très péjoratif. Et encore une fois, c'est très relatif. Très relatif parce que qui parle de la sécurité d'une nation parle d'abord d'un domaine de haute sensibilité, de très haute sensibilité, qui fait malheureusement qu'on ne sera pas toujours compris
et sans compter les répercussions qui peuvent aussi s'en suivre. Donc il est tout à fait normal que certaines personnes évitent de se prononcer sur certains dossiers. Mais je crois qu'il ne faut pas se leurrer. Le fait de ne pas se prononcer publiquement ne veut pas dire que cela n'est pas une inquiétude pour nous. Si par exemple nos fidèles sont attaqués par des Koulouna, c'est déjà un problème pour nous. Lorsque les choses ne marchent pas, c'est déjà un problème. Donc à tous les niveaux, surtout sur ce qui est sécuritaire, nous nous sentons tous concernés par cet aspect, parce que nous sommes d'abord membres de ce pays, nous sommes d'abord citoyens de ce pays, et nous sommes membres de cette société. Alors qu'est-ce que l'Église aujourd'hui, dans sa diversité, devrait poser comme acte selon vous, de manière concrète? De manière concrète, déjà, il existe plusieurs choses que nous faisons. Moi et certains amis, à titre personnel, nous avions organisé une marche au nom de la paix. Nous avions organisé une journée de jeûne et prière, je pense le 9 ou le 27 mars, pour la restauration de la paix. Mais nous ne pouvons pas non plus nous substituer aux dirigeants politiques qui, eux, ont l'impérium, qui, eux, ont cette tâche de leadership. Et puis, il faut aussi dire, Madame Chako, c'est que la plupart des leaders politiques ne nous écoutent que lorsque nous parlons le même langage qu'eux. Et lorsque nous ne sommes pas d'accord, ils ne nous écoutent pas. Mais les leaders politiques sont dans vos églises, finalement. Ils vont à l'église aujourd'hui. Il y a de plus en plus de leaders politiques qui viennent dans les églises. Comment ils ne vous écoutent pas? Venir dans une église et appliquer ce qui est enseigné, c'est très différent. Qu'on ne se leurre pas. Tous ces détourneurs viennent aussi dans nos églises. Vous ne me citerez pas le nom d'une seule église dans laquelle on demande aux gens d'aller détourner de l'argent. Donc c'est à titre personnel qu'ils dirigent. C'est à titre personnel qu'il y a des bavures qui se commettent, qu'on ne pourrait pas mettre sur la tête de l'église. Et du reste, n'oubliez pas, la prédication, c'est comme un conseil. N'applique que qui veut. Sinon, ce n'est pas non plus un coup de massue auquel ils vont s'attendre après, hélas. À travers vos prédications, vous portez beaucoup aussi sur la jeunesse, d'une certaine manière. Aujourd'hui, la jeunesse, et on va dire, on va essayer de dire que c'est la première victime, surtout dans ces guerres, sous occupation à l'Est. Quelle est la place finalement de la jeunesse dans la reconstruction de cette nation? La jeunesse occupe une grande place parce que c'est elle l'avenir du pays. C'est elle qui forgera l'avenir du pays et c'est encore elle qui assurera le prochain leadership dans ce pays. Il faut que les jeunes comprennent que le pays n'appartient pas qu'aux politiciens actuels. Ce que nous serons demain dépend des décisions qui sont prises aujourd'hui. Et la jeunesse peut aussi constituer une force de pression sur les hommes politiques. N'oublions pas que dans tout ce qu'il y a eu comme mouvement démocratique dans ce pays, les marches et tout ça, ce sont toujours les jeunes qui ont été devant. Mais quand les gens accèdent au pouvoir, quelle est la qualité des jeunes à laquelle ils décident de faire confiance? Et des fois, on a comme l'impression que les gens qui ont lutté, toute cette jeunesse qui a transpiré, est souvent mise de côté au profit des vieux loups qui partent et qui reviennent, qui changent de discours, qui retournent kazakh et qui sont toujours là, malheureusement. Un jeune a pris le devant, il est ministre d'État en charge de la justice. Le ministre Constant Moutamba, dès qu'il est venu, il a voulu changer le système judiciaire. On a tout de suite senti, mais aujourd'hui, il est toujours présumé innocent, mais il est presque livré à la justice. Est-ce que ce sentiment d'injustice de la jeunesse, quand il y a un qui lève un peu la tête, pourrait révolter les autres? Vous savez, il faudrait quand même que nous puissions comprendre une chose. Moi, j'apprécie beaucoup, beaucoup le travail du ministre Moutamba, mais il n'est pas là en tant que jeune. Il est là en tant que politicien. Et un politicien en soi n'a pas d'âge. Donc, lui-même en tant que ministre de la Justice, au cas où il y aurait réellement un problème, la justice fera son travail. En tant que citoyen congolais, je ne peux que faire confiance à la justice de mon pays. Autant je fais confiance à celui qui anime le ministère de la Justice. Il y a eu, on parle de lui parce que finalement, il y a eu un peu cette clameur des jeunes sur les réseaux sociaux en disant, allez, les vieux, ils le font, et pourquoi on s'acharne sur un jeune? Bon, vous savez, déjà, c'est un faux argument de dire, les vieux le font, on s'acharne sur un jeune. Parce que nous voulons quand même que ça change à tous les niveaux. Et nous voulons que tout le monde puisse donner l'exemple. Nous voulons que les jeunes qui sont au gouvernement actuellement puissent aussi être une source d'inspiration. D'ailleurs, pour moi, ce serait une bonne chose si le ministre
Moutamba, était déclaré innocent après procès ou après toutes les enquêtes, il en ressortira régaillardi et fort. Vous insistez souvent sur le changement personnel. Pensez-vous que ce travail sur soi peut vraiment faire évoluer tout un pays entier? Ah oui, mais parce que ce que nous appelons le pays, c'est d'abord un territoire avec des frontières. Et ce que nous appelons un État, c'est également un pouvoir, sa manière d'être exercée. Et ce que nous appelons patrie, c'est l'ensemble du pays, de la nation et du peuple qui habite dans ces frontières. Donc, le changement personnel est très important pour aider à ce que chacun de nous puisse apporter sa pierre à l'édifice que nous appelons la Maison Congo. Et si chacun de nous peut changer à son niveau, si chacun de nous pourrait avoir cette prise de conscience, de se dire, je dois faire quelque chose pour que mon pays avance, je dois changer les choses à mon niveau, croyez-moi que si nous sommes 10 000, demain nous serons 10 000, 100 000, 1 million, 10 millions, pourquoi pas plus, nous pourrons devenir une grande force de changement au niveau de la nation parce que la mentalité est d'abord ce qui dirige le comportement. Mais de manière concrète, lorsque vous parlez de la mentalité, quand on parle des embouteillages, est-ce que c'est un problème de mentalité ou un problème de route ou un problème d'accès finalement à certaines dispositions routières? Tout est combiné. L'embouteillage, c'est d'abord dû, ça c'est mon point de vue, d'abord dû au mauvais état des routes. Ne nous leurrons pas à Kinshasa, après les pluies, surtout pendant la saison de pluie, nous avons des trous partout. Au point où nous nous battons pour prendre les trous les moins profonds. Deuxièmement, il y a un problème d'indiscipline routière à tous les niveaux. Et ceux qui sont censés faire respecter la loi et ceux qui sont censés respecter la loi se retrouvent ensemble. À plusieurs reprises, le commandant PCR de la police de Kinshasa a donné des injonctions pour que les véhicules avec des plaques bâchées ne roulent pas et pour que les véhicules officiels ne roulent pas à sens unique. La loi de ce pays prévoit même qui a le droit de rouler à contresens et dans quelle situation. Mais aujourd'hui, il va sans dire que si vous vous mettez sur une grande artère, vous allez vous rendre compte que c'est tout le monde qui le fait. Les plaques PR, les plaques du gouvernement, les écussons de la justice, les militaires, ceux qui sont en tenue de la police ou de l'armée. Bref, ça devient un véritable méli-mélo, c'est un remue-ménage incroyable. Donc il faut absolument un changement de mentalité sur ce point, ou il faut, il faut une répression finalement? Vous savez, le changement de mentalité peut aussi venir par la voie de la répression lorsqu'il y a une résistance. En fait, il faut enlever aux gens la Libye qu'ils ont de mal se comporter. Parce que vous allez arrêter un taxibus, tout de suite il vous dit, mais le général là est passé, vous ne l'avez pas vu? Le conseiller du président est passé, vous ne l'avez pas vu? Même des simples conseillers des ministres sont pressés. Un jour, moi, je me suis retrouvé dans un bouchon. Il était 10h30 sur Colonel Mondjiba. Nous allions vers le centre-ville. C'est en ce moment-là que un ministre sort de chez lui pour se rendre au travail. Et il était en train de créer une cacophonie incroyable. Au point où ils ont même failli cogner mon véhicule. J'ai baissé la vitre. Et le garde du corps qui criait « Tozana Excellence ». J'ai dit, mais dites à l'excellence que ce n'est pas à cette heure-ci qu'on se rend au travail. Ce n'est pas à cette heure-ci qu'on se rend au travail. La notion des heures de pointe existe. Et le début de l'heure de commencement de travail, ça existe. Vous savez que le garde du corps était devant, il m'a pratiquement fait ça. Très bien. Et le ministre derrière était tout gêné. Il nous arrive aussi quelquefois de voyager, de partir ailleurs. Ce sont des choses qu'on ne voit pas. Ici, chez nous, c'est exagéré. Or, je me rappelle que en 97, lorsqu'il y avait eu une répression sur ceux qui se comportaient mal, toutes ces histoires, tous ces comportements avaient cessé en un jour. En un jour. C'est là que nous tous nous sommes rendus compte qu'en fait, c'est possible de changer. Mais premièrement, il faudrait que les leaders montrent l'exemple et ensuite que la loi soit appliquée envers et contre tous, d'une manière équitable. Vous imaginez, vous êtes en France, le ministre, je ne sais pas moi, qui a un portefeuille quelconque, en plein milieu du chemin, on va écarter les routes parce que lui est en retard au travail. D'abord, on lui posera la question, comment tu peux être en retard au travail? Ce sera
un tollé incroyable qui pourrait même le pousser à démissionner. Et si on arrive à ce niveau-là, où le ministre est interpellé au niveau du gouvernement, la dame première ministre prenait des dispositions, même contre ses propres ministres, croyez-moi que plusieurs choses vont changer. Et c'est possible. À Kinshasa, aujourd'hui, il y a finalement un phénomène nouveau, les braquages. On va dire en bon français, les hold-up. Oui. Finalement, cette insécurité persistante qui est à l'Est commence à s'installer à l'Ouest. Quel est votre ressenti personnel sur cela? Bon, vous savez, d'abord, ce n'est pas nouveau. Ce sont des choses qui existent partout, même dans des grandes villes. À Paris, on parle de plus en plus de rapts. Donc ça existe. Mais moi, je crois qu'au niveau où c'est en train de se faire ici, c'est presque ridicule. Des fois, ça se passe à quelques pâtés de maison, des zones dans lesquelles on aurait logé la police. Et puis cet éternel problème de Koulouna qu'on n'arrive pas à résoudre, ça crée un effet boule de neige. Et hier, on parlait de Koulouna. Aujourd'hui, on devra ajouter encore le problème de hold-up. Je crois que la police nationale congolaise peut faire mieux, pourrait abattre un bon travail avec beaucoup de volonté, un bon équipement. Ça les aidera à ce qu'ils puissent bien. Mais selon vous, qu'est-ce qui bloque finalement? Est-ce que c'est les effectifs de policiers qui ne sont pas suffisants? Ce sont les moyens techniques, on ne sait pas. Est-ce que l'opération Ndobo qui a été lancée par le ministère de l'Intérieur ne suffit pas? Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, ça ne suffit peut-être pas parce que le mal est profond. Mais on a quand même lu la volonté de nos dirigeants de pouvoir aider à ce que toutes ces histoires puissent s'arrêter. Nous demandons juste à notre gouvernement de mettre plus de moyens et plus de motivation auprès des hommes en uniforme pour les aider à abattre un grand travail. J'ai été étonné ce matin de lire le commandant de la ville le gouverneur de la ville de la province de l'Ituri. Le gouverneur militaire. Le gouverneur militaire qui a évoqué un sujet qui m'a beaucoup retenu. Il dit les militaires, il leur sera difficile de se battre quand ils se posent la question de savoir que sont devenus les veuves de leurs amis décédés. Donc tout ça, ce sont des choses qu'il faudrait régler pour qu'il y ait suffisamment de motivation combinée avec l'équipement qu'il faut. C'est quelque chose qu'on peut résoudre. Puisque vous parlez de l'Ituri à l'est du pays, ça fait 4 mois, plus de 4 mois aujourd'hui que l'est, Goma, Bukavu, les alentours sont occupés aujourd'hui. Est-ce un aveu d'incapacité du gouvernement? Est-ce un silence complice? Comment vous percevez cela? Bon, je ne crois pas qu'il y ait un silence parce que, sauf avis contraire, je crois que le gouvernement continue à en parler. Nous sommes dans une logique de guerre. Il y a quand même une population au milieu de toute cette guerre. Et donc la guerre a aussi ses lois, il faudra savoir la faire. Nous, tout ce que nous faisons et tout ce que nous espérons, c'est que la paix revienne vite dans notre pays, que notre pays puisse être de nouveau réunifié. Mais ceci dit, le problème, ce n'est pas seulement à l'Est. Il y a aussi le problème dans l'ex-grande province du Bandundu, dans laquelle il y a également des morts, dont nous espérons vraiment que ce pays va de nouveau connaître la paix, que Dieu puisse nous aider et que chacun puisse jouer son rôle comme il faut. Au-delà de prière, pensez-vous que nous aurons la paix par la guerre, en la faisant finalement, ou par les moyens diplomatiques? Il y a Doha, il y a le président togolais qui est finalement un peu le médiateur. Est-ce que c'est les moyens diplomatiques qui vont nous emmener la paix ou c'est la guerre qu'on doit faire? Vous savez, la guerre de toute façon, on l'a fait déjà. Si ça ne nous a pas donné les résultats escomptés, les moyens diplomatiques doivent aussi être mis en jeu. N'oubliez pas que même lorsqu'il y a une guerre profonde, aujourd'hui nous sommes en train d'assister à la fameuse guerre entre l'Ukraine et la Russie, mais cela n'empêche pas que leurs délégations se rencontrent en Turquie pour pouvoir arrondir les angles. En politique, dit-on, même lorsqu'on se déteste et qu'on se fait la guerre, on doit toujours garder des canaux diplomatiques qui permettent à ce qu'on puisse se parler. Parce que de toute façon, la guerre, on va faire la guerre. Qui va gagner la guerre et qui va déclarer que c'est tel ou c'est tel autre qui a gagné la guerre? Ceux qui sont en train de souffrir à l'Est sont nos frères, sont nos sœurs, sont nos pères, sont nos mères, sont nos enfants. Et autant ils aspirent à la paix, autant nous aussi nous aspirons à la paix. Peu importe comment elle viendra, mais nous avons sérieusement besoin d'une paix qui soit durable. D'une paix qui va enlever les alibis des guerres, puisque ce sont toujours
les mêmes raisons qu'on est en train de pousser. Finalement, à un certain moment, il faut vider le cocon pour nous permettre de pouvoir avancer. Nous sommes vraiment en train de chuter. Deux petites questions. La première, Martin Fayulu, l'un des, on va dire, des classiques de l'opposition, a parlé pour dire qu'il voudrait rencontrer Félix Tshisekedi pour trouver une solution à cette guerre. Et il a vraiment demandé ardemment à ce que l'ancien président, le président honoraire Kabila et Nanga puissent se retirer parce qu'il considère que c'est une trahison. Est-ce que vous vous alignez sur ce discours? Bon, vous savez, lorsqu'il faut aller vers la paix, on a besoin que tout le monde discute. Que ce soit l'ancien président Kabila, M. Nanga, M. Fayulu, l'actuel président de la République. Tout ce que nous avons en commun avec eux, c'est la nation congolaise. C'est le seul héritage que nous avons pour nos enfants et c'est le seul bien que nous avons en commun. S'il faudrait qu'ils parlent entre eux, nous nous encourageons. S'il faudrait continuer aussi à exclure les autres, je ne crois pas que nous allons aboutir à une solution profonde, puisque derrière toute cette guerre, il y a eu aussi beaucoup de frustration qu'on aurait pu éviter. Donc pour vous, il faut un dialogue inclusif finalement. Absolument, absolument, absolument. Nous allons vraiment chuter une dernière question. On a dit que vous êtes prédicateur de la parole. Aujourd'hui, à l'Église, les positions que vous prenez, est-ce que vous arrivez à prendre des positions assez fermes en pleine assemblée? Sur l'Église, bien sûr, sur la RDC, bien sûr. Bon, vous savez, moi, en tant que... D'abord, je suis très patriote. Je ne peux pas ne pas parler du Congo et ne pas demander à ce qu'on prie pour le Congo. Mais je ne dois pas non plus donner mon point de vue personnel en tant que citoyen à la chair. Parce qu'à César, ce qui est à César. On devra arrêter avec cette culture d'amener la politique sur la chair de l'Église. Nous avons tous le droit de discuter politique en dehors de la chair, mais à l'Église, nous pouvons juste éveiller les gens pour la prière, pour le changement de mentalité, pour faire la propreté, par exemple, dans la ville, où chacun devant chez soi. Il y a plusieurs initiatives qu'on peut prendre sans pour autant se positionner politiquement, puisque n'oublions pas qu'en tant qu'Église, nous avons un devoir de neutralité. Nous sommes au milieu du village, aussi bien au milieu de l'opposition que du pouvoir. Et il nous faudrait éviter de nous prononcer parce que les politiciens sont très malins. Prophète Francis Ngawala, un dernier mot pour aujourd'hui. Mon dernier mot, c'est celui de demander à nos politiciens vraiment de travailler pour que la paix revienne à leur niveau. Nous, en tant qu'hommes d'église, nous travaillons et nous sensibilisons les gens à prier pour le pays et à promouvoir aussi le changement total de mentalité parce que je crois qu'ensemble, nous pourrons changer ce pays avec l'aide de Dieu. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, et à tous ceux qui sont à l'Est, à mes frères et sœurs, ne soyons pas découragés. Un jour, ce pays sera pacifié et je crois que ce jour-là n'est pas loin. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis sur la RTGA. Vous nous suivrez en continu sur les réseaux sociaux. Nous recevions pour vous le prophète Francis Ngawala, un homme d'église avec qui nous avons fait le tour de l'actualité politique parlementaire en République démocratique du Congo. Vous continuerez à nous suivre à la radio un peu partout sur les mêmes canaux de diffusion. Je vous retrouve avec le même plaisir la semaine prochaine.